Tu dis ton appartenance à l'école des modeleurs, qui part du vide. Je te cite. Ce ne sont pas les formes qui m'intéressent, mais leur propension à se développer. Je les cueille à un stade, mais elles ont déjà existé avant et pourraient exister après. Est-ce une tentative titanesque de saisir le mouvement ? Alors sur l'école des modeleurs, parce que je ne sais pas si tout le monde fait la différence entre ce que c'est la taille et ce que c'est le modelage. La taille, c'est une technique de sculpture où on part d'un bloc de matériaux entier et on va donner une forme en enlevant, en évident. Voilà, en évident. Donc on enlève quelque chose d'existant pour arriver à la vraie forme. Et le modelage, c'est les gens qui prennent de la terre molle, qui vont façonner par petites boules, par colombin, par plaques, peu importe. Mais ils vont construire quelque chose alors qu'ils ont un plan vide, en mettant de la matière et en construisant cette matière. Donc c'est presque deux façons opposées de travailler. Et effectivement, moi, aux Beaux-Arts, j'ai commencé par du modelage et très vite, je suis passée à la tapisserie. Je suis passée, qui est un peu comme dans la façon d'écrire, il n'y a rien, et puis on met un petit geste, et puis on met un second petit geste, puis on met un troisième petit geste, ou on met un petit peu de matière, ou une deuxième matière, et on va construire quelque chose. Donc ça, effectivement, je crois que ça parle de ma façon de travailler. Alors on pourrait même penser que ça en parle mentalement, conceptuellement, c'est-à-dire que je ne pars pas d'une idée que j'aurais bien définie de tous les côtés, c'est-à-dire la direction, la façon de m'y prendre, les matériaux, l'objectif, et j'essaye de le réaliser. Je crois que ça pousse tout doucement, et très longtemps avant, puis il y a une petite excroissance qui pousse, puis une deuxième, puis aussi bien mentalement, je dirais, que dans les mains. Et j'ai une direction. C'est impossible d'avoir un travail artistique sans penser. Je pense qu'il faut même beaucoup de pensée, peut-être même que je n'aurais pas assez de pensée, mais il en faut une. Mais pour moi, il faut de la chair et il faut quelque chose qui échappe. Je n'y arrive pas, mais je ne suis pas malade de ne pas y arriver. Je pense que c'est plutôt pas mal qu'il y ait des choses que je ne comprenne pas entièrement moi et que peut-être d'autres vont comprendre et me retourner, ou que moi, avec le temps, en arrière, bien longtemps après, je vais comprendre. Donc cet lien que je faisais et que tu as relevé avec Modeleur, il est aussi bien, je dirais, pratique que mental. Puis ce qui me frappe dans ta question, c'est le mot titan, titanesque. Je pense souvent que autant j'ai envie, besoin, et je manipule des objets le plus simple, le plus ridicule, le moins cher, le plus banal, le plus gris, le plus fragile, le plus tout rien. Autant, en fait, ce que j'essaye de construire, au sens propre du terme, peut être un peu titanesque, et en nombre, et en temps, et en répétition de gestes ou de matière. Ça veut viser le monde, ça veut viser peut-être le cosmos, ça veut viser quelque chose d'énorme, quoi. Encore une fois, on retrouve une espèce de tiraillement entre le si presque rien et le tellement beaucoup. Et tout ça se fait avec beaucoup de temps. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le temps, il finissait par être visible. Dans la lenteur avec laquelle... Pas la lenteur avec laquelle je travaille, parce que c'est tout des gestes très vifs. Ça va vite. Un trait, c'est rien. Agrafer, c'est plaf, plaf, plaf. C'est presque brut. Mais par contre, le temps qu'il faut pour construire le truc énorme que j'ai dans la tête, qui m'habite, ça, c'est du temps. Et c'est très rigolo parce que du coup, il y a les deux temps. Sans doute qu'il y a ce long temps qui nous traverse, c'est-à-dire que c'est l'accumulation des heures, c'est l'accumulation des jours. On n'a pas tant d'actes héroïques, on n'a pas tant de trucs où tu fais un truc, puis tu as une impulsion, puis c'est un truc génial qui arrive. Je ne parle pas seulement de travail, là je parle de vivre. Mais on construit des relations, on construit, on éduque nos enfants, on passe les jours. Voilà. La complexité, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu vas fixer un instant. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est pas tant l'instant qui est fixé qui importe, mais presque ce qui s'est passé avant et ce qui pourrait se passer après. Voilà. J'ai souvent pensé un photographe, quand il cadre, il cadre juste un bout de quelque chose qui dépasse de tous les côtés. Et effectivement, moi, ce que je cadre, on pourrait dire,
sachant que je n'ai jamais supporté d'encadrer quoi que ce soit, de le mettre avec une limite autour. J'ai vraiment essayé pendant longtemps, fondamentalement, ça me dérange profondément. Et oui, c'est juste une coupe. C'est intéressant cette histoire de cadrage parce que du coup, on a l'impression que ça se délimite parce qu'à un moment donné, il faut bien, mais presque que l'espace dans lequel le tableau s'inscrit fait aussi, lui, partie de l'œuvre en fait. Oui. Voilà, je pense que au départ j'ai fait des études pour être plutôt sculpteur, mais sculpteur ça ne me suffit pas du tout parce que on va dire plasticienne et la notion d'espace dans lequel les œuvres s'inscrivent est aussi importante que les œuvres. Et dans mon atelier, tout doit être prêt à partir en fait, tout doit être prêt à bouger. Et si je fais des tableaux, je vais les laisser pendre, et du coup ils vont être un peu plus flous, donc du coup on va perdre une partie de l'image, mais curieusement, je ne sais pas ce que ça fait à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est plus juste. Dans ton travail, on sent bien qu'il y a une volonté, un désir, de faire cohabiter des contradictions, presque de tenir le paradoxe. Le plein, le vide, la pesanteur, la légèreté, la fixité, le mouvement, une chose est dite et son contraire. Tu peux nous parler de ça ? Quand j'étais aux Beaux-Arts, je me rappelle, en dernière année, on présente le diplôme, et donc c'est vraiment la somme d'un énorme travail qu'on a fait. Et il y a eu un prof qui est venu de l'extérieur en invité, et il me dit « Ah, mais tu travailles sur le paradoxe !» Et moi, jamais j'aurais employé ce mot. Jamais. J'y avais pas du tout pensé. Alors, je suis du signe de la Balance. Franchement, c'est pas si mal parce que je veux dire, quand j'étais petite, je croyais qu'être du signe de la Balance, ça voulait dire qu'on était équilibré. J'ai eu le temps de voir que c'est plutôt le contraire et qu'on passe son temps à être passé d'un déséquilibre à un déséquilibre ou d'un sommet à une chute, enfin peu importe. Mais bon, ce qui est certain, et ça revient à ce qu'on disait sur l'image, ce qui est certain, c'est que c'est pas les images, c'est l'énergie. Ce qui m'intéresse, c'est toujours une énergie avec une autre énergie et comment elles marchent ensemble. J'ai pas du tout, j'ai jamais eu tiens, je vais faire un truc puis ça va être beau à regarder. Non, c'est ce truc-là, par exemple, il est agrafé, si on parle des travaux actuels, il est agrafé, mais en fait, il y a un peu d'air, puis c'est mal agrafé, donc il va pouvoir se soulever. Qui c'est qui va gagner ? C'est l'arrêt ou c'est le soulèvement ? C'est la tension, en fait. C'est la tension. C'est la tension. Peut-être que c'est finalement, ça j'ai jamais pensé, mais peut-être que c'est, en fait on ne peut pas savoir la solution. On n'a jamais de solution. Et c'est le lien, c'est qu'est-ce qui relie ? Qu'est-ce qui relie et finalement, c'est quoi la nature de ce lien ? Et il y en a autant que de gens et de situations, donc c'est inépuisable ce truc. De toute façon, c'est un peu la sensation aussi que le spectateur a, c'est-à-dire que plus on s'approche, plus ça s'éloigne en fait. Il y a quelque chose de la sensation de l'insaisissable en fait. On croit qu'on va tenir quelque chose et en même temps, ça nous échappe. Alors ça, c'est... Bon, par exemple, j'ai aussi dû me rendre compte au fil du temps que je travaillais beaucoup, de plus en plus plutôt, sur le flou. Alors, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à photographier mon propre travail. Ce qui a amené aux travaux actuels je dirais, c'est passé par un moment où je photographiais mon travail. Avant, j'en parlais, puis un jour, j'ai pris un appareil photo, et par exemple, je faisais un truc énorme, et puis s'il y avait des gens qui venaient voir, je leur disais « Non, mais en fait, j'ai fait ça, mais regardez, c'est là, ce petit endroit où il y a quelque chose qui se passe. » Et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu fais 5 mètres de tapisserie pour nous montrer 5 cm ?» Et après, j'ai commencé, comme je trouvais que mon travail, ça ne se voyait pas, que les gens ne voyaient pas, j'ai commencé à le photographier en me disant « Je vais montrer, je vais faire comment je vois. » Et pour arriver à photographier mon travail, il fallait tout le temps que je prenne des photos en biais, donc je le redéformais, et éventuellement trop près, il devenait flou, et quand il était flou, là, j'avais l'impression qu'il était juste. C'est très étrange, c'est étrange. Et maintenant, bien sûr, c'est beaucoup d'années après, je commence sciemment, par exemple, à dessiner du flou. C'est-à-dire que je fais effectivement ce travail d'approche ou de choix à l'intérieur de mon travail, et je vais en faire quelque chose, et il va vraiment me toucher quand il va se perdre, effectivement, quand il va commencer à se dissoudre.
J'ai la sensation parfois que ton travail est jusque dans le trait une recherche d'équilibre dans le déséquilibre, la chute. Les grandes vagues de pierre, filets lanières, chaos carton, construire pour mieux déconstruire, tout cela ne tient qu'à un fil. C'est pas forcément construire pour déconstruire, mais c'est plutôt par. C'est toujours par chez moi, c'est jamais pour. En fait, j'ai pas de pour. Oui. On pourrait, dans le même genre de déséquilibre, on peut voir de plus en plus dans mon travail, et ça c'est quelque chose qui m'enchante en fait. Je prends presque rien, quoi. C'est des feuilles de papier machine à 4 et des agrafes par centaines de milliers plutôt. C'est du crayon de papier et du papier. Après les photos, oui, les photos, il y a le prix du développement des photos, mais les photos, vu ce que j'en fais, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une photo vraiment magnifique, parce que je vois bien que mes photos prises une par une, elles sont toutes bien. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais des photos? Je les mets par 300, 500, 1000, 1500, de façon à ce qu'on ne voit plus aucune photo. C'est quand même curieux ce truc-là. Oui. Alors on pourrait dire déconstruire, reconstruire, on pourrait dire tous les déséquilibres que tu as nommés, on peut les nommer. On pourrait dire aussi tout petit, minuscule. Oui, dérisoire et important. Je dis dérisoire et c'est pas, alors peut-être c'est bride, peut-être c'est ténu, c'est pas un mot péjoratif dans ma tête, c'est peut-être vulgaire voilà, au sens ancien, c'est peut-être, c'est presque rien, ouais, mais pour m'approcher du monde. Il y a des gens qui me disent, mais vous employez pas de matériaux, de très beaux matériaux, et oui, mais c'est pas du tout pour abaisser le travail. Ça m'arrive de le faire, mais je pense au contraire que c'est très ambitieux. Mais nous aussi on est ça. En fait, on n'est rien, mais on est énorme. Je voudrais arriver à faire quelque chose qui soit puissant, qui soit grand, pas qui soit puissant, mais qui fasse émaner de la puissance, qui fasse émaner du temps. J'ai entendu une phrase l'an dernier à la radio, et c'était quelqu'un qui disait « Le paysage, c'est du temps posé sur une étendue ». Ce truc-là, vraiment pour moi, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment, on arrive bien à quelque chose, et la notion de paysage, elle est grande, c'est forcément du grand, et en fait, c'est du temps qui est posé sur quelque chose qui était prêt à recevoir. Et je crois que c'est un peu ça que j'essaye de faire. C'est une accumulation de rien, de presque rien, mais en fait, ça voudrait faire du beaucoup, quoi. Comme si soit le fragment ou soit le presque rien était plus révélateur du tout que le tout lui-même. Ah ouais. Et du coup, ça revient à l'image. C'est-à-dire que l'image est quelque chose qui serait fixé, en tout cas pour moi, me terrifie et fait que je descends du train. Je ne peux pas être en face de quelque chose qui serait éblouissant, quoi. Ça me perd, je descends, c'est plus vivant, c'est trop beau pour être vivant, c'est trop beau pour être vrai. Quelque chose comme ça, je pense. Les couleurs. Tu dis « je les aime, mais les trouve dangereuses car elles mènent au décoratif. Je colore, recouvre, pour qu'il ne reste que des traces. Est-ce que ton travail ne reposerait pas sur cette tentative de disparition de l'image pour sublimer le regard vers une autre réalité ? Il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Je dis aussi, par exemple, pour la couleur, je dis aussi, je ne peux pas travailler avec, mais je peux travailler dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des phases et j'ai des nappes de couleurs. Et j'habite, par exemple, pour ce qui est derrière nous, c'est issu d'un voyage au Groenland, qui est quand même étymologiquement le pays vert, même si on y va pour la glace et c'est pour le blanc, en tout cas jusqu'à présent. Mais j'habite dans ce vert. Ce vert, finalement, je le transpose, et là, dans l'expo qui va être présentée à Saint-Philbert, je sens que je suis en ce moment dans du vert, comme j'ai été dans du rouge, comme j'ai été décoratif. Il y a les très vrais peintres et les coloristes, ça n'est pas décoratif, ou c'est décoratif au meilleur sens du terme, comme d'ailleurs on pourrait dire que c'est décoratif, ça. Mais ils ont leur rapport au monde passe par associer des couleurs. Moi, je peux associer des énergies. C'est ça mon fondement. J'associe des énergies, donc des déséquilibres, ou donc des contrastes, si on ne veut pas dire des équilibres, ou donc des tensions entre des extrêmes ou des contraires. Bon. Je peux travailler avec des matériaux. Mais la couleur, elle est en plus ou préalable. Je suis dans du gris, ou je suis dans du blanc, ou je suis dans du vert. Mais je ne travaille pas avec du vert et je ne les coltine pas ensemble. Alors une des découvertes qui m'a fait énormément
je trouve réfléchir et me poser ces dernières années, ça a été la grande expo en taille de Paris. C'est-à-dire un rapport tellement physique à l'œuvre qu'on se dit c'est bourré de trous, c'est bourré de... Et moi, on me reproche, depuis longtemps, on m'a beaucoup reproché de ne pas prendre soin de mon travail. Et effectivement, quand je travaille, c'est plein de trous, c'est plein de machins, il y a des agrafes qui dépassent. Déjà, ça a été un énorme choc, comme si je me suis dit ah bon, t'arrêtes, t'écoutes plus ce qu'on te dit, tant pis, toi ton travail, tu tires dessus, tu machin, tu t'en fous. Et ça n'empêche pas que le travail, il existe. Mais sans doute qu'il faut que je travaille d'une façon que je ne peux pas voir. Je travaille sans voir, sans pouvoir regarder, parce que ça, je pense que c'est purement un truc intérieur profond, éventuellement névrotique. Mais en fait, je ne verrai que quand ça sera fini et montré, mais pour arriver à travailler à la puissance dont j'ai besoin, à l'énergie que je peux utiliser, il ne faut pas que je vois, parce que si je vois et que je regarde, je ne vais voir que ce qui ne va pas. Et quand je dessine, ben oui, il y a une photo que j'ai prise moi, dans mon travail, dans lequel je choisis plutôt des plans où il y a du flou ou des plans qui sont déformés, donc ils ne sont pas ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais passer par le crayon de papier et je vais quadriller pour agrandir, mais du coup, je ne vais regarder qu'un tout petit bout de ce travail, à côté d'un petit bout de ce travail, et donc la fin, je ne la verrai qu'après. En quoi ton voyage au Groenland, en 2009, a-t-il été déterminant dans ton travail ? C'était vraiment un rêve d'enfance. Voilà, depuis que j'ai été petite, ma mère m'a offert, je lisais tout le temps, j'étais beaucoup malade, j'étais beaucoup couchée, donc j'ai eu beaucoup de livres, et ma mère nous offrait des contes, et m'a offert entre autres tous des contes russes, des contes sibériens, des contes... Voilà, quelque chose sans doute qu'elle devait aimer ces pays-là, probablement, même si j'en ai peu parlé avec elle, pas tellement dont je me souvienne, mais par contre, moi je me souviens des images éventuelles et de mon imaginaire sur le froid, sur la neige, sur les Esquimaux, sur les Inuits, voilà, j'ai eu toute une nourriture comme ça. Et je pourrais dire quand même que, par exemple, la grosse exposition... du musée archéologique en 2001, donc c'était bien avant. Je travaillais beaucoup sur le blanc, il n'y avait pas que ça, mais il y a eu tout un travail fait sur le blanc et la notion de blanc, et je me rendais compte que j'étais blanche à l'intérieur, qu'il y avait une matière un peu floue, un peu floutée, mais éventuellement acérée, raide, dans laquelle spontanément j'ai l'impression d'être chez moi. Après, progressivement, je me suis mise à peindre, et il y a une période où j'ai fait des immenses peintures au sol. Et je voulais qu'on marche dessus. Et c'était des glaçons dans l'eau froide. Et j'ai une très grande amie danoise, Kirsten, qui est venue cet hiver-là, quand l'atelier était couvert de ces grandes toiles-là. Et elle me dit, écoute, faut que tu viennes voir. Et je t'emmène, je te paye le voyage et je t'emmène. Et donc on est parti au Groenland. Alors, évidemment, on est parti 2 semaines et demie, on n'était pas des exploratrices, donc on n'a pas fait des trucs difficiles, on a marché au bord de l'eau, et on a pris des bateaux, et voilà. Et c'est là où je me suis mise à dessiner des lignes d'iceberg, donc comme des fils, pour revenir à la notion de fil, qui est effectivement une notion qui sous-tend tout mon travail. Et sur les bateaux, sans quitter des yeux les icebergs, je traçais... En fait, au Groenland, il y a des cahiers à lignes. Et donc, sur ces lignes, je faisais des lignes d'iceberg, quoi. C'est aussi au Groenland que j'ai photographié, avec la certitude qu'il y avait un truc fondamental, mais sans le regarder, une petite image qui était un panneau rouge, pas en rouge, puisque au Groenland ils peignent les bateaux, les avions, tout est rouge pour que ça soit très visible et il y avait plein de petits bouts blancs, mais j'ai pas regardé, j'ai pris la photo et puis j'ai continué ma vie. Et cette photo, je l'ai jamais retirée, mais je l'ai toujours eue en moi. Et un jour où j'ai voulu regarder de près, en fait c'était le panneau d'affichage de l'office de tourisme de la petite île où j'étais. Et c'était les traces sans doute des rendez-vous qu'ils donnaient sur un papier A4 et qu'ils arrachaient comme ça, mais ils ne prenaient pas la peine d'enlever les petits bouts qui restaient. Et pourquoi ça m'a rejoint, pourquoi ça a été si fondamental. Et 10 ans après, j'ai commencé tous ces panneaux verts, avec le même système, voilà, qu'il a fallu aménager. En fait, c'est vrai que jusqu'au Groenland et toutes les années avant, j'ai fait des immenses toiles, parce que je pense que j'étais habitée par des grandes sculptures et des grandes installations
mais que moi toute seule j'arrivais pas à les faire. Je savais pas quel matériau trouver, c'était lourd, fallait que je prenne des assistants et puis qu'on soude, et puis j'ai essayé plein de matériaux, j'ai fait du béton, j'ai fait de la soudure, mais tout ça était vraiment trop dur pour moi à mettre en œuvre, ça n'allait pas quoi. Et du coup je me suis dit je vais peindre ce que je peux pas faire. Je vais le peindre, c'est pas grave, l'ambiance, l'image, toujours cette idée que finalement le truc que je veux faire j'y arrive pas, alors je le regarde, il faut que je le regarde autrement ou que je le fasse autrement. On peut penser aux toutes petites maquettes minuscules qui sont dans l'expo. A priori, ce sont des maquettes, c'est-à-dire un truc que je voudrais faire en grand. Mais plus le temps passe, plus je me dis, quand elles sont vraiment elles, c'est nous qui se mettons dans ce minuscule monde et il va devenir aussi grand que si je l'avais fait en grand. Il sera peut-être même mieux que si j'avais essayé de le faire en grand. Il y a toujours cette chose comme si quelque chose n'était pas suffisamment satisfaisant en soi et donc je détourne, mais dans le détournement, il va y avoir quelque chose de mieux que ce que j'avais rêvé. Donc avant, je dessinais par exemple, je peignais des grands murs de pierre, toutes les séries que tu as évoquées, les murs qui tremblent, les grandes vagues de pierre, fissures et pierre, tout ça. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à construire ce qui a donné les chaos cartons, qui sont donc des parallélépipèdes de carton évidés, de toutes les tailles, de minuscules à très grand, que je recouvre de papier après, de papier journal blanc, non imprimé, encollé, ce qui fait que ça finit par faire quelque chose qui, pour moi, s'apparente à de l'os. En fait, moi, ça m'emmène dans la notion d'os. Et qui sont comme des structures, on pourrait dire, déformées, puisque comme je les encolle, la colle les rend mous, donc si je les suspends, ils vont être très déformés, si je les pose par terre, ils vont être une partie stable et une partie bancale, et avec ces structures, ça va devenir un élément de vocabulaire, et je vais raconter des histoires. En fait, mes blocs, ils sont passés par plein de choses. Au départ, quand j'ai commencé les premiers blocs, c'était sur des toiles qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres, et j'avais 2 blocs face à face. Clairement, pour moi, le bloc, c'était des gens. Et c'était déjà face à face. Mais par contre, je les posais sur des sols qui pouvaient être de l'eau, qui pouvaient être du sable, qui pouvaient être de la roche. Et du coup, les blocs, ils étaient plus ou moins bancals. Puis ils étaient soit tout seuls, soit par 2 face à face, soit un gros qui portait un petit. Voilà, on pouvait mettre tout ça. Puis après, j'ai commencé à les accumuler. C'est devenu ce que j'ai appelé les murs qui tremblent. Les murs qui tremblent, j'essayais de faire des murs. Alors évidemment, il fallait qu'ils soient un peu en vague et il fallait qu'on ne sache pas s'ils allaient tomber, enfin rester debout ou s'écrouler. Et je pense que là, c'était plus nos propres constructions, j'imagine. Je n'avais pas ça forcément dans la tête aussi clairement, mais on peut penser qu'il y avait quelque chose comme ça. Puis après, j'ai commencé à peindre, parce que beaucoup de gens ont pris pour des mosaïques, qui étaient juste ces alignements de blocs, mais serrés les uns les autres, de temps en temps avec un trou et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, peut-être que cette accumulation de blocs, ça pouvait être des jours. Tricot des jours, l'apparition du temps, c'était à cette période-là. Et après, j'ai commencé à séparer à nouveau ces blocs en ligne et effectivement à les aligner. Et après, avec le voyage au Groenland, clairement à les accrocher à un fil. Et là, j'ai bien su que c'était de l'écriture. Et j'ai appelé tout ce travail-là, après j'en ai fait des lettres que j'ai envoyées, et ça s'est appelé les lettres sans mots. Les écrivains, les danseurs, la danse a été capitale dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. Et j'étais sans doute une très mauvaise danseuse, mais par contre, le rapport au vide, par exemple, le rapport au fil, à la tenue, à la détenue, au déséquilibre, ça vient de ma pratique de danse. Positionnement dans l'espace aussi. Ouais, positionnement dans l'espace. C'est silencieux, la danse. Ouais. Comme les arts plastiques. Ça n'a pas les mots. Et quand je me suis mise à écrire, j'ai écrit sans mots. Je repense au paradoxe, c'est peut-être un élan de rendre l'impossible possible. Oui, pourquoi pas rendre l'impossible possible. En tout cas, de tous les impossibles, il y a un vrai quelque chose qui se construit et qui m'a construit et qui m'a fait tenir aussi, bien sûr. Je sens que maintenant c'est autre chose. Je sens que c'est plus... par exemple, je ne suis pas une militante, je ne suis pas quelqu'un d'engagé visiblement. Sauf que je crois que ce que je fais, c'est vraiment dans le monde et c'est traversé par le monde. Je rigolais quand j'ai fait ce travail sur les soulèvements, parce que c'était au moment des gilets jaunes que j'ai commencé. Et j'étais pas avec les gilets jaunes, j'étais pas dehors. Et je me dis, c'est ridicule, c'est du papier et des agrafes. Mais n'empêche que ce qui me fascinait, ce que j'essayais de montrer dans les petites vidéos qui sont projetées, c'était que ça résistait, quoi.
Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un comme ça, je suis plutôt traversée et acceptant d'être traversée et essayant de trouver comment je vais pouvoir montrer que je suis, pas montrer que j'ai été traversée, mais qu'est-ce que ça fait, voilà, qu'est-ce que ça me fait. Souvent on a des espèces de nappes de 10 ans, mais en fait j'ai expérimenté qu'un travail emmène le suivant, mais en même temps ça continue en souterrain. Tu as le nouveau qui est à peine à la conscience, qui est déjà en train de germer. Tu y penses parfois, mais tu ne le penses pas comme travail. Quelque chose se pense, voilà, quelque chose t'occupe. Par exemple, KO Carton, je peux dire que j'ai déjà beaucoup de cartons et que j'ai fait plusieurs installations avec, et des fois je me dis tiens c'est fini, et puis pouf là, il faut vraiment qu'ils reviennent, et puis là je refais quelques cartons d'une autre dimension ou d'une autre forme avec une autre intention, et rien que ça réveille. Donc c'est comme des espèces de grandes nappes, comme ça, dont une est majeure ou deux sont majeures à un moment donné, mais qui peuvent continuer à vivre. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des travaux qui tombent. Voilà, ça tombe. À un moment donné, ça tombe. Et dans les travaux qui sont tombés, tu as ceux qui se relèveront jamais, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais les remontrer. Et tu en as au contraire quand même qui passent le temps, mais en termes de encore existence maintenant. Le rapport aux matériaux aussi, c'est-à-dire que là pour le coup peut-être un éloignement un peu de la peinture pour peindre avec d'autres matériaux que la peinture par exemple. Sur la peinture, donc par rapport à, tu as posé une question sur le Groenland et je disais il y a avant, après, et il y avait Jacques Pie par exemple qui disait tu as réglé ton compte avec la peinture. Et effectivement, je n'ai plus peint entre 2009 et maintenant. Par contre, l'expérience des papiers là est une expérience qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'au départ, je suis partie avec l'idée de faire des plaques debout et les papiers comme ça. Mais comme d'habitude dans mon travail, moi ce qui m'intéressait, c'était le fait que ces papiers se décollent. En fait, j'ai fini par comprendre qu'il fallait effectivement agrafer les feuilles entières, à 4 ou à 3, bien taper après au marteau sur les agrafes pour qu'elles rentrent dans le contreplaqué, et seulement après passer avec mon couteau, déchirer, puis agrafer les bouts de papier qui, par hasard, où ils voulaient, allaient se poser. Et que ça changeait tout, parce qu'il y avait une trace de la structure de début, qui donc était complètement démolie, pour revenir à des constructions, et qui, par l'absence, c'est-à-dire les rigoles que creuse le couteau en enlevant des morceaux, et l'agrafage des lambeaux, reprend quelque chose qui est complètement vivant, par rapport à la structure de départ. Et c'est sans doute dans cet écart-là encore que pour moi c'est intéressant. Il faut de la structure, mais il faut que quelque chose échappe et devienne vivant. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu reviens à la peinture. Simplement, ce qu'il fallait simplement accepter fondamentalement, c'est que tu ne peux peindre ni avec des pinceaux, ni avec de la toile, ni avec rien de normal, quoi. Je crois que ça dit vraiment comment je travaille. C'est-à-dire, je travaille avec... En fait, je pense que je me branche sur des sensations profondes. Moi, ce que je vois, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que je vois, c'est qu'est-ce qui tire, qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui les fait bondir, qu'est-ce qui les fait se rancogner. Voilà, c'est ça. Je crois que ton travail demande une part d'engagement. Ouais. Oui, je pense que oui. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On passe son temps dans son travail à essayer de sentir tout ce qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est un peu ça que je cherche. Et peut-être que c'est pour ça que quand il y a des dessins, par exemple, chez moi, ou des photos, on peut vraiment voir à quel point ce que je veux montrer n'est jamais au centre. Je pourrais dire que je vais chercher à ce qu'il soit toujours en train de s'enlever de la feuille, tronqué sur le côté, que peut-être même au centre il va y avoir du vide ou un truc complètement mystérieux, impalpable. Je ne veux pas montrer la chose. La chose, ce que je voudrais, c'est presque que le spectateur soit, mais c'est moi en fait, amené à la voir en dehors de la feuille. Voilà, nous on fait que glisser, mais cette chose importante, elle y est, mais voilà, je ne vais pas tout vous donner là, quoi. Il y a quelque chose probablement d'actif. Ça me fait penser à ce que j'appelle là en ce moment les feuillets d'herbe ou les pages d'herbe, je ne sais pas quel mot je vais garder.
Et donc c'est les dessins d'herbes qui sont collés sur des feuilles de papier de soie et que qui sont présentés dans l'exposition cet été en piles sur une espèce d'étagère flottante suspendue. Et il va y avoir des piles. Et j'en suis à déjà à peu près 300 feuillets et j'espère en avoir le double d'ici l'expo. Ce qui veut dire que finalement on va se retrouver avec une étagère, peut-être 600 dessins qui sont totalement différents les uns des autres, qui vont être empilés et qu'on ne va pas voir. Du coup, on est vraiment obligé d'être actif. On ne peut pas juste regarder ton travail. Là, clairement, il faut le manipuler délicatement si on veut voir dessous. Mais c'est même encore plus profond. Est-ce qu'on va pouvoir percevoir ce qui nous est juste entrouvert, mais qu'on va pouvoir compléter? En fait, le puissant que je vise, parce que je pense que voilà, tous les artistes, on vise ça quand même. Mais il est presque en plus, ou presque à contrario, ou presque à l'envers. C'est-à-dire, moi, je vais mettre un truc presque rien, mais peut-être qu'après, il va rester. Enfin, c'est ce qu'on voudrait. Tu te rappelles quand on a fait le boulot sur Contre Sinou chuchoté? Donc c'est un travail qu'on a présenté à la médiathèque de Saint-Apollinaire. Mais j'ai adoré ça, c'est-à-dire, en fait, arriver à faire une phrase, et si j'écrivais, ça serait mon rêve, c'est comment faire des phrases où finalement, il y avait pour ce travail-là que les mots qu'on appelle maintenant en français les mots outils, et pas de verbe, ou presque pas, ou un verbe de temps en temps, et que ça raconte quelque chose, alors qu'il n'y a aucun détail et aucune narration. C'est juste, si par exemple je dis contre si nous chuchoter, tout le monde a eu des expériences de contre si nous chuchoter. Et on n'a pas besoin de dire où, quand, dans quel paysage, à quelle époque, avec qui. Ça me fascine. Et je me demande finalement si c'est pas ce que j'essaye de faire. J'en sais rien, mais ça serait possible. Mais en fait, ce que j'avais pas remarqué, c'est à quel point c'était ça. Et donc le verbe, c'est aussi ça, parce que le verbe, tu sais pas qui, où, ni comment. Tu sais juste une expérience. Et chuter, tout le monde a chuté. Être suspendu, tout le monde a été en suspens. Voilà. C'est peut-être ça quand j'essaie de dire, c'est pas une image. Oui, je vous raconte pas où ça s'est passé, quand et comment. Mais je vous dis, on a tous chuté. Comment les choses se positionnent dans l'espace ou dans un environnement? Donc c'était une exposition à la Maison des Sciences de l'Homme, donc sur le campus. On a cousu des bâches plastiques, au moins 4 ensemble, des bâches entières. Donc c'était un truc qui devait faire 20 mètres de long sur presque 10 mètres, 8 mètres de large. Et qu'on a accroché comme un immense hamac. Mais ce que j'ai fait très attention à faire, c'est que par rapport à la porte d'entrée principale de la salle d'expo, quand on arrive, on voyait que cette espèce de grand balancement transparent, et on ne voyait pas l'intérieur. Et seulement après, on découvrait 2 tout petits cartons. Ça fait partie des chaos cartons, de ces fameux blocs évidés et un peu déformés avec lesquels je travaille, qui en l'occurrence représentaient 2 personnes pour moi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit important que ce soit 2 personnes, 2 éléments. Ça pourrait être 2 cellules, ça pourrait être 2 atomes, ça pourrait être 2 je ne sais pas quoi. Et j'ai passé une après-midi à jeter ces cartons dans le plastique, jusqu'à ce que, là, voilà, ils sont bien. Ils ont trouvé leur place, ils sont bien. Déséquilibre, machin, etc. Mais, parce que quand j'essayais, au début, évidemment, j'ai essayé de les poser pour ne pas défaire les plis de la bâche. Rien n'allait, quoi. Et en fait, j'ai jeté, jusqu'à un moment donné, on a arrêté. Ça n'était pas les individualités cartons, avec quand même cette particularité que ce sont des cartons qui ont été déformés, donc c'est du vécu. Par exemple, quand les 12 ans où j'ai travaillé des pieds, je demandais aux gens de se déchausser et je dessinais les pieds. Et à partir de tous ces croquis que j'ai faits, j'ai élaboré des peintures longtemps après. Et comment dire à quelqu'un qui n'ose pas montrer ses pieds, parce qu'à l'occasion de ça, j'ai découvert à quel point c'était intime de montrer ses pieds et à quel point les gens étaient dérangés de ma demande. Et je leur disais, mais voilà, il y a les traces de ce qu'on vit. On revient aux traces. Mais oui, donc mes cartons, il fallait bien qu'ils aient été abîmés, enfin qu'ils aient été déformés, mais par contre, ils avaient peu d'importance. C'était ce qui m'intéressait à l'époque sur cette présentation-là des cartons, c'était leur minusculité par rapport à l'immensité. Et c'était le fait qu'ils se serraient un petit peu tous les deux par rapport à cette immensité. C'était le fait de leur fragilité par rapport, puis à nouveau, le côté dérisoire de la matière par rapport à l'immensité.
Un peu comme si tu faisais ricocher le regard. Et pour le coup, ricocher, c'est peut-être un mot très bien par rapport aux mots autour desquels on tourne depuis ce matin sur équilibre, tension, déséquilibre, contraste, paradoxe. Et ricocher, c'est plus actif. Et on rejoint le fait que ça ne s'arrêterait jamais. Oui, c'est bien ce mot. C'est bien ce mot. Est-ce que tu peux nous reparler du travail sur la colonne vertébrale là ? Ce qui m'a vraiment impressionné dans ce travail, c'est quand même la différence qu'il y a eu, comme quand j'ai travaillé sur les pieds, la différence qu'il y avait entre l'intention, le projet, la direction vers laquelle j'allais, qui était toute positive. Mettre une colonne vertébrale, qu'elle soit solide, même si elle était fine et tout, et que ça nous permette d'être dans le monde. Et le regard, par exemple, quand je faisais des pieds, comme c'était les pieds dont je voulais parler, je ne faisais pas le reste du corps. Résultat, j'avais des pieds forcément sur mes toiles. Et j'avais des gens qui disaient, mais c'est terrible, c'est de la mutilation. En plus, c'était une période où je travaillais beaucoup, puisque je ne dis pas avec la couleur, mais dans le bleu, dans un bleuâtre, un bleuâtre un peu mauve. Et par exemple, il y a une femme qui était infirmière et qui disait, pour moi, c'est la mort, c'est la morgue. Et moi, j'étais au milieu de ça. Moi, je voyais des pieds et j'essayais de voir s'ils pouvaient s'approcher les uns des autres, s'ils pouvaient tenir debout, s'ils étaient blessés, Mais c'était très, très positif. C'était pas du tout négatif. Et ce qui me frappait, c'était le monde qu'il y avait entre mon intention et mon projet et ma direction intérieure et l'image que les gens voyaient et je pense que dans ces cas-là, c'est les gens qui ont raison. C'est-à-dire que moi, je vois où je veux aller, et probablement que ça me change de vouloir aller là, et les gens, ils voient là où j'en suis, que moi, je ne vois pas. Et peut-être que les blessures, les fragilités, les failles qu'ils ont vues, et je me souviens, par exemple, mes colonnes vertébrales, il y a des gens qui disaient, à l'époque, c'est une fissure, c'est une faille. Moi, je voyais le fil, et je me tenais à mon fil. Ça, je trouve que c'est magique quand on est un artiste parce que c'est parfois extrêmement perturbant et un peu désagréable, mais en même temps, parfois je pense que les autres ont plus raison que soi. Par contre, soit on a raison quand même, puisque en fait on y va. Et moi, ce que j'ai comme impression, c'est que plus les années passent, moins j'ai d'intention précise. J'ai des directions, mais j'ai pas d'intention. C'est une grande différence. Et plus les gens voient ce que je voulais. Comme si, c'est pour ça que le temps, il est vraiment essentiel. C'est combien de temps il faut pour qu'on commence peut-être à commencer à se rapprocher de ce qu'on est vraiment ou de ce qui est advenu de ce qu'on est. Récemment, j'ai eu un gros épisode avec des fractures de vertèbres qui m'ont laissé coucher presque un an. Bah, c'est rigolo pour quelqu'un qui a travaillé tant d'années sur la colonne vertébrale que finalement elles finissent par... Bon, et puis ça s'est super reconstruit et je suis pas sûre qu'il faille aller chercher des choses très très précises dans mon histoire, mais ce qui m'y frappe le plus quand même, c'est cet axe, quoi. Voilà. Quand on disait construire par, et quand on disait... Pas pour, c'est pas pour, voilà. Mais c'est pas... Oui, en fait, ça pour le coup, moi ça me parle vraiment. Et là, de moins en moins j'ai le pour, mais probablement de plus en plus j'ai de part. Et part, ça veut dire que ça m'habite, ça me traverse, ça modèle à travers moi, mais en fait c'est plus fort on pourrait dire c'est plus fort que moi, quoi. Moi je suis moins forte que ça, peut-être ça, voilà. Tu peux nous parler un petit peu du travail de fragmentation, là, par exemple, comme sur les photos? À côté de chez moi, là, j'ai une marche mais pas du tout intéressante au niveau de ce que je vois, et je sais bien que je marche pas pour voir. Je marche pour marcher, enfin pour le rythme. Voilà, pour le rythme, je pense. On revient au tremblement, par exemple. Ce que je trouve fascinant dans la marche, et qui se rapproche de l'histoire du tremblement, c'est quand on marche, ce qu'on a autour de soi, à chaque pas, on le voit presque comme le pas d'avant, mais plus tout à fait comme le pas d'avant. C'est impossible. Mais c'est presque invisible, ce truc. Ben c'est ça qui me plaît. Et un jour, je me suis rendu compte... Mais je ne sais pas, on ne sait jamais comment ça se fait, qu'au lieu de rester en haut, j'ai descendu mes yeux et j'ai mis mes yeux dans mes pieds. Et du coup, j'ai pris mon appareil photo et pendant 2 ans, chaque fois que je marchais, je photographiais comme si c'était mon pied qui photographiait. Et donc, par toutes les saisons, par tous les temps. Et je me suis retrouvée avec des milliers de photos au ras de l'herbe, au ras du sol plutôt, et dans l'herbe. Et après, comment j'approche de ce temps et de cette immensité qu'on construit par minusculité.
Et ben, j'ai refait quelque chose qui naît depuis un certain temps, que j'appelle paysage du temps, qui sont des murs de photos qui accompagnent tous mes travaux des dernières années. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre d'arriver à ce que je voudrais. Et parfois, quand je rephotographie ce que j'ai fait et que je le photographie en le déformant ou en tout cas en montrant le point de vue que moi j'ai sur ce travail, j'ai l'impression de le voir mieux. Et je me retrouve avec des centaines de photos. Et un jour, j'ai eu l'idée de les rassembler en grands panneaux. Là, j'étale le temps, je le déploie, je l'ouvre, je le déploie dans l'espace. En fait, je ne suis pas sûre que le mot fragmentation soit juste. Il faut plutôt parler d'accumulation. Un autre artiste pour lequel j'ai une connivence importante, c'est Hockney. Hockney, dans tout le travail qu'il fait sur le temps, lui aussi, et sur la multiplication des images. Donc il prend des photos comme ça, un peu comme moi j'essaye de faire en marchant. Et puis ensuite, il recompose, simplement lui tourne tout autour et il arrive à une image frontale. Mais une image frontale, comme les cubistes, dont tous les plans sont légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Et nous notre cerveau, il reconstitue quelque chose à partir de ce truc qui a été fragmenté. Alors, moi, je ne pense pas que je fais exactement pareil, mais il y a quelque chose de profondément semblable sur la question du point de vue. Sur le fait que si on rassemble des points de vue différents, l'entité dont on parle, elle en est augmentée. Elle n'est pas cassée, elle est augmentée. J'ai toujours eu l'impression que l'appareil photo n'était pas dans mes yeux, mais était dans mes pieds. Puisque quand je photographiais les lettres sans mots et que je les reconstituais un paysage avec ça, je pose mon appareil photo sur les lettres, je ne les regarde pas d'en haut. Tu vois, je suis tout le temps dessus, quoi. Comme si c'était au ras des pieds, quoi. Si on allait plus loin, on dirait comme si les pieds étaient plus importants que la tête, enfin, étaient plus vrais que la tête.